Valérie David, directrice du développement durable d'Eiffage, comment vous prenez en compte, bon, vous connaissez bien les enjeux de la ville, hein, parce que la ville, ça sera le premier vivier de réduction de CO2, hein, on le sait bien, parce qu'on va de plus en plus habiter en ville, et ça, c'est véritablement intégré, et justement, il n'y a pas que le bâtiment, il y a les usages qu'on en fait. Oui, Nathalie, vous avez raison. On a 70 millions d'urbains de plus par an dans le monde. Ça fait 1 milliard d'urbains de plus dans 13 ans. Et c'est un phénomène qui ne va pas ralentir. Ce sont souvent d'ailleurs des transitions urbaines plus forcées que choisies, mais les faits sont là. Ça veut donc dire effectivement que la ville, c'est un formidable potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et c'est urgent. La ville durable, c'est un produit recherché du nord au sud de la planète et un produit vraiment qu'il est très urgent de pouvoir proposer. Et les Français, enfin les savoir-faire français dans ce domaine sont actuellement en train de s'unir sous la bannière Vivapolis. Patrick Yann en parlera mieux que moi, pour essayer de s'exporter. Alors, vous avez entièrement raison, le bâtiment performant, c'est la première brique de la ville durable. Mais l'approche multiscalaire, donc plusieurs échelles, à la fois îlot et puis quartier et puis ville entière, est sans doute la plus efficace pour essayer de répondre aux nouveaux besoins des habitants et encore une fois de réduire notre empreinte environnementale. Alors je vais simplement prendre un exemple qui est très connu, mais aujourd'hui nos sociétés postmodernes sont quand même travaillées par des mutations en profondeur, hein, des mutations sociologiques. Alors on pense toujours à la longévité, mais on peut parler aussi des familles monoparentales recomposées ou, moins connues, de l'explosion des statuts d'auto-entrepreneur où finalement on travaille chez soi et on a besoin que votre appartement, l'appartement puisse proposer un accompagnement de votre parcours familial ou professionnel qui n'est plus linéaire. C'est plus comme avant, on ne se marie pas à 20 ans, on meurt à 60 et puis on est dans... Non, avec la même personne, on a fait 3 enfants. Non. Aujourd'hui, pour chaque divorce, il y a une demande de logement de 0,7 en plus. Parce que quand vous divorcez, vous n'allez pas forcément habiter chez quelqu'un. Vous pouvez habiter tout seul. Et donc, cette divorcialité, comme disent les sociologues, génère une demande de logement très importante. Donc, l'un des premiers objectifs, ça a été de penser des services urbains qui soient compatibles avec ces nouveaux modes de vie et de travail, et puis aussi des logements qui puissent être évolutifs, c'est-à-dire passer du T2 au T3, du T3 au T4, à confort phonique et thermique identique. Vous n'allez pas dire que le monsieur qui divorce, il se retrouve derrière le panneau. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, bien sûr, on n'est pas responsable de la simultanéité des parcours familiaux des voisins. Mais ça, c'est formidable. Évidemment, si vous attendez des jumeaux et que justement le voisin divorce, vous pouvez récupérer la pièce, c'est super. Alors, mais ceci dit, je plaisante à peine, c'est quand même ça l'objectif. L'objectif, c'est que dès la conception architecturale et technique, on ait pensé la possibilité de rétrocéder une pièce au voisin avec des travaux à moindre coût, mais surtout une isolation phonique et thermique qui soit optimale, puisque le niveau de confort ne doit pas être réduit par cette évolutivité du logement.